Scalinité, pharmaco, Scalinité, rétention tertiaire, organologie, néganthropologie. Alors, c'est une remarque pour repartir de ce que tu disais, Bernard, au début, en parlant de la loi de Moore, en rappelant ce qu'avait dit Sacha, que c'était pas une loi, voilà, c'était un fait. Parle un petit peu plus près du micro. Ouais, que c'était un fait et pas une loi, donc la loi de Moore, et que dans les faits, elle n'est plus valide depuis déjà une quinzaine d'années. Je crois qu'on va dire que c'est une loi du XXe siècle et plus du XXIe siècle, ce qui a produit ce qu'on a appelé la crise des multicœurs, puisque dans la capacité d'aller dans le, j'allais dire dans le plus petit à chaque fois, tu as parlé des wafers, des galettes de silicium qui sont, dont la fabrication est conditionnée par la finesse des masques chimiques que l'on peut produire pour que des circuits soient imprimés dessus par chimie. Donc, quand on est arrivé à cette limite de la loi de Moore, c'est-à-dire de l'augmentation en fait de la fréquence des CPU, on s'est retrouvé avec cette crise des multicœurs. Pourquoi crise des multicœurs? Parce que on est sorti de la logique une machine, un CPU. On s'est retrouvé avec une machine, plusieurs CPU, plusieurs unités de calcul, qui était une manière de contourner les limites factuelles de cette loi, qui fait qu'au bout d'un moment, la fréquence n'augmentait plus, et que donc on s'est mis à faire des processeurs avec des multicœurs. Cela dit, la manière dont on programmait les machines a été pour le coup totalement changée. Parce que quand vous programmez une machine pour avoir des instructions séquentielles effectuées par un CPU, quand on vous met à votre disposition 3, 4, 5, 6 cœurs, votre programme, s'il n'est pas réécrit et qu'il ne tient pas compte des multicœurs de la machine, vous n'allez pas en bénéficier, ça ne va pas aller plus vite. Ce qui veut dire que les programmateurs ont été, depuis une quinzaine d'années, de plus en plus invités à faire de ce qu'on appelle de la parallélisation des calculs. Ça veut dire des techniques de programmation qui ne sont plus les mêmes. Et il y a eu une vraie crise, donc au niveau hardware, au niveau software, à tous les niveaux, et ça vient de cette crise-là, et donc d'une problématique factuelle hypermatérielle. Ça veut dire aussi, mais là je ne vais pas développer, mais je l'indique parce qu'on en avait un petit peu discuté quand tu étais venu me voir, que quand on a des multicœurs, on se retrouve avec des horloges différentes. Parce qu'un CPU, c'est une fréquence, et donc pour le coup, c'est une horloge. C'est ce qui rythme le rythme, la fréquence des calculs. Et donc on se retrouve avec des temporalités différentes. Alors on pourrait croire que c'est minime, parce que la temporalité de plusieurs cœurs de CPU qui sont sur une galette de silicium, la variation... Mais oui, mais en fait, ça a des impacts qui sont fondamentaux. C'est-à-dire que je commence à travailler avec différents cerveaux, pour faire la métaphore, et qui sont dans des temporalités qui ne sont pas différentes, et que je vais devoir en permanence resynchroniser pour ne pas avoir des effets de bord et des effets d'erreur dans les calculs. Et ça, c'est un élément important, puisque, ce qui me permet d'introduire ce que je voulais dire ensuite, pour reprendre la question de la scalabilité, donc, que tu as évoquée. Dit autrement, on en avait parlé aussi, il y a une scalabilité verticale et une scalabilité horizontale. Et ça, je pense que c'est très important. Les géants du web, du digital, etc., sont des industriels qui ont construit leur position, leur force industrielle sur des scalabilités horizontales et pas verticales. Alors que l'industrie du XXe siècle, j'allais dire, faisait des efforts pour avoir le processeur le plus rapide, avoir la base de données la plus grosse, eux sont partis sur une autre trajectoire en disant je ne cherche pas à avoir de la scalabilité verticale, à augmenter ma puissance de mon CPU. Moi, je vais faire travailler plein de CPU à côté. Je vais mettre plein de bases de données à côté plutôt que d'essayer d'avoir une grosse base de données. Donc leur scalabilité, elle a été constituée dans ce qui est aujourd'hui le cloud computing à partir d'une scalabilité qui est horizontale et pas verticale.
ce qui les a amenés à avoir des approches aujourd'hui qui stupéfient les industries qui sont restées dans des modes de pensée de scalabilité verticale, c'est qu'ils font des architectures, puisqu'on parle d'architecture numérique, tu parlais d'architecture, je t'en avais dit un mot une fois, qui sont orientées design for failure, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour échouer. Et l'échec, ce n'est pas un défaut du système, c'est qu'à partir du moment où vous multipliez les CPU, les bases de données, les ordinateurs qui sont côte à côte, le principe c'est que ça va tomber en panne. D'autant plus que ça va tomber en panne que ces acteurs-là ont construit leur infrastructure industrielle, hyper industrielle, en s'appuyant sur du commodity hardware. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des premières photos des infrastructures de Google. Ils étaient à la fac et ils allaient acheter des ordinateurs à la Fnac du coin, pour faire la métaphore française. Alors, parce qu'ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des super ordinateurs. Donc ils ont mis de l'intelligence dans le logiciel, des logiciels capables d'exploiter des machines que tout le monde avait. Et comme ces machines n'étaient pas fiables, forcément il fallait prendre en compte le fait que ça allait tomber en panne. Une alimentation allait griller, un disque dur allait... ce qui nous arrive à tous les jours, quoi, voilà. Donc ils ont mis une intelligence particulière sur la couche logicielle qui prenait en compte la défaillance même du hardware d'une manière générale. Aujourd'hui, Google est un des premiers producteurs de hardware au monde, en fait. Hein, les premiers consommateurs et producteurs de hardware. Ce n'est pas juste du soft, puisqu'ils produisent leur hardware maintenant. Ils ne vont plus acheter leurs ordinateurs à la Fnac, mais ils produisent eux-mêmes leur hardware, qui n'est pas le hardware qu'on utilise aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de faire cette distinction quand on a le discours sur la scalabilité, en tout cas moi je le vois de mon point de ma perspective, entre guillemets, entre scalabilité horizontale et scalabilité verticale, parce qu'eux ont construit une scalabilité qui est par définition d'entrée de jeu réticulaire. Horizontalité et réticularité. Et aujourd'hui, je terminerai juste là-dessus par ce petit... ce qui passionne les ingénieurs en informatique, c'est ce qu'ils appellent, c'est pas moi qui les appelle comme ça, ils s'appellent comme ça, c'est un mouvement qui émerge, c'est chaos engineering. C'est-à-dire de travailler dans des environnements qui tombent en panne, avec des difficultés, enfin, ce qu'ils aiment, c'est des environnements impossibles, c'est pour ça qu'ils parlent de chaos engineering, qui comprend toutes ces logiques de design for failure, etc. Mais ça n'a de sens que dans nos environnements de scalabilité horizontale et plus verticale. Voilà, c'est les remarques qui me sont venues en tête quand tu évoquais la question de la scalabilité. Merci beaucoup, Christian. Quelqu'un veut intervenir à nouveau sur ce sujet-là, notamment? Et alors, moi, je veux bien faire une remarque aussi sur ce qu'a dit David. Vas-y. Alors j'ai lu l'Épître aux Thessaloniciens parce qu'il est apparu là dans le séminaire, tu en as parlé, du catéchone. J'ai pas du tout lu comme ça, le catéchone, de manière totalement opposée, quoi. J'ai pas lu Carl Schmitt, et moi je fais référence au catéchone tel qu'il apparaît dans l'Épître aux Thessaloniciens, qui, de ce que j'ai vu, mais j'ai pas passé, le catéchone, c'est... oui, c'est l'Empire romain, mais au sens où c'est celui qui repousse, mais je ne l'avais pas lu comme repousse, comme c'est vraiment une différence, quoi, qui diffère l'arrivée. Mais sachant que l'arrivée, c'est la parousie, c'est ce que... je veux dire, c'est pas le... Quand on repousse la parousie, c'est pas l'entropie, tu vois. Donc, si j'applique ce que tu as dit, qui est... c'est repousser pour maintenir... C'est une forme de négantropie, quoi. Hein. Tu l'as présenté comme ça, je l'ai compris comme ça. Le catéchone, c'est pas quelqu'un, mais c'est un principe qui est extérieur au politique. Là, c'était dans un contexte politique, mais qui finalement maintient la possibilité du politique et qui a un rôle négantropique dans le politique. Enfin, c'est comme ça que rapidement que je l'ai compris. Mais en lisant l'Épître aux Thessaloniciens, c'est le catéchone, bon, si c'est l'Empire romain, c'est ce qui repousse, ce qui est quand même attendu, quoi, la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Donc je suis assez chamboulé dans cette présentation des choses, mais je ne connais pas Carl Schmitt, moi. Bon. Je ne sais pas s'il faut maintenir la lecture de l'Épître aux Thessaloniciens, l'interprétation qu'en fait par exemple Heidegger dans les... c'est quoi le titre là?
l'interprétation que fait Heidegger dans sa lecture, c'était quoi le titre, Philosophie de théologie, je ne sais plus. Je l'ai pas lu. Enfin, moi, en le lisant, pour le coup, le miracle, la bifurcation, enfin, il y a tout là. Hein, et dans la manière dont Heidegger interprète l'épître aux Thessaloniciens à la lumière du séminaire, la nécessité de la bifurcation, d'attendre quelque chose qui est improbable, et comment se comporter via cette attente qui est improbable, qui est une des problématiques de Paul qui dit, mais attendez, je vous ai dit il arrive, mais ouais, mais il n'arrive pas tout de suite, mais oui, mais alors quand, mais je sais pas, mais alors qu'est-ce que vous faites, vous arrêtez de travailler, et qu'est-ce qu'on fait en attendant, etc. En fait, toutes ces problématiques sont assez troublantes, quoi, je trouve, par rapport au discours que moi je connaissais directement de Bernard. Je dis, mais il est en train de répéter l'épître aux Thessaloniciens, c'est assez incroyable, quoi. Donc du coup, moi, à mes clients, je leur sors un discours de l'épître aux Thessaloniciens. Mais entre ça, ce dont je suis en train de parler, et l'utilisation qu'en fait Carl Schmitt dans un contexte politique, du droit, et de ce que tu as dit, je me demande si s'il faut maintenir le lien ou dire non, il le réinterprète dans un contexte qui est la question du catéchone qui est totalement différent, ça sert à rien de chercher à faire des filiations. Je me pose la question de quel lien faut-il maintenir entre le discours théologique, l'interprétation par exemple heideggerienne, et puis la manière dont Carl Schmitt reprend cette question du catéchone. C'est une rupture, ça n'a rien à voir, où il faut maintenir voilà, cette filiation, il y a une interprétation génétique à maintenir, parce que de prime abord, là, en t'écoutant, je suis avec des interprétations du catéchone qui sont diamétralement opposées en fait, quoi. Et du coup, je me pose cette question de cette généalogie, est-ce qu'il faut la maintenir ou pas? C'est plus une question. Qui c'est qui veut? S'il n'y a pas de questions dans l'immédiat, peut-être je vais répondre, et ensuite David aussi. Sur ta première question d'abord, je te remercie d'être revenu sur ce sujet. Ça fait plusieurs fois effectivement que tu nous en parles, enfin que tu m'en parles à moi en tout cas. Ma première remarque, c'est que dans tous les cas, ce que tu dis, c'est-à-dire le fait que la multiplication des CPU par les wafers engendre en fait une transformation des conditions du codage, voilà, du développement, c'est vraiment pour moi typiquement une dimension de ce que j'appelle la performativité technologique, et ce que précisément Simondon ne prend pas en compte, ce qui est très 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 étonnant, parce qu'il avait en plus une passion pour ces questions-là, parce qu'il était vraiment passionné par ce genre de trucs. Et voilà, bon, ça c'est une manière d'utiliser ta question pour redire ce que j'arrête pas d'affirmer là autour de Simondon et la notion d'information, disons. Peut-être que Hugh dira des trucs là-dessus tout à l'heure, je ne sais pas. Ensuite, deuxième sujet, ce que tu expliques sur, par exemple, le chaos engineering, le design for failure, etc., pour moi, ça fait partie de la puissance extraordinaire de la causalité efficiente que développe l'industrie microélectronique dans son organisation même, c'est-à-dire dans ses façons de penser, ses façons de... Voilà, son agilité, je dirais, en un sens profond. Voilà. Mais si j'introduis cette question-là, qui est une généralité, c'est pour aller vers ta question même. Je pense que... Alors moi, je crois qu'il y a toujours du vertical. C'est-à-dire que la scalabilité horizontale est toujours verticalisée. Et que c'est précisément la verticalisation qui est assurée par le codage. Donc, oui, on va multiplier les centres de calcul, enfin les unités de calcul, on va multiplier les parallélisations, disons. On va paralléliser toutes sortes d'activités jusqu'à ce soi-disant utilisateur qui est en fait l'utilisé, c'est-à-dire nous. Tout ça est archi-parallélisé, mais uniquement parce qu'il y a des processus de synchronisation par des horloges, etc., qui reverticalisent, en fait, le truc en permanence. C'est-à-dire que je crois que alors, je reviens un tout petit peu en arrière sur Moore, Gordon Moore et le storytelling. Bon, la force de la thèse de Sacha Loeb, c'est de montrer que la loi de Moore n'est pas une loi,
que c'est un storytelling. Mais un storytelling instruit physiquement, c'est-à-dire scientifiquement très élaboré. Et donc, il sait faire quoi? Il sait agencer des ordres de grandeur complètement différents, qui sont, l'un c'est la physique, et en l'occurrence la microphysique, et l'autre c'est le marché. Et en particulier les marchés financiers, c'est-à-dire les investisseurs. Puisque ce que montre Sacha, c'est que si Moore a pu instaurer cette performativité technologique, c'est parce qu'il a été capable de, comme on dit dans le langage depuis 20 ans, lever des millions, lever des milliards même. Voilà. Et c'est cette articulation des ordres de grandeur qui constitue véritablement la puissance. Et ça, c'est un sujet de Simondon. Alors là, c'est ça qu'essaye de penser Simondon, mais pas du tout comme je le dis là, enfin sur un registre complètement différent. Juste une remarque là, juste pour, parce que tu vois. Mais ça, c'est le génie d'Intel, si je puis dire. N'oublions pas qu'Intel, c'est Intel Inside. C'est ceux qui sont à l'intérieur et qui doivent en même temps s'afficher, faire un marketing de... Et ça, c'est dans l'ADN, si je puis dire, d'Intel, de... Je suis dans la matière, mais il faut que je donne à voir, et je suis... leur problématique de l'interne et de l'externe, de l'échelle, comment moi qui travaille dans l'infiniment petit, je peux donner à voir, y compris dans des conditions marketing, ça c'est l'ADN d'Intel d'un point de vue marketing, storytelling, comme tu l'appelais. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est une question de ce que j'appelle d'exorganologie. Parce que les théories doivent s'implémenter, les théories doivent s'incarner, s'organiser, s'instituer. Et Intel, c'est une institution du XXIe siècle. Alors tu disais du XXe siècle, c'est vrai, tu as raison, c'est au XXe siècle que ça se conçoit, mais c'est au XXIe siècle que ça retombe sur nous véritablement. Ce n'est que maintenant qu'on comprend vraiment ce que c'est que l'enjeu d'Intel. Et l'enjeu qui n'est pas simplement ni scientifique ni économique, qui est biosphérique, qui est catéchonique, je ne sais pas comment dire. Voilà. Ce que je crois, c'est que, donc je redis, d'abord, design for failure, ça c'est extrêmement important parce que c'est l'inscription de l'accident même dans quoi? Dans la performativité technoscientifique, qui n'est pas simplement de la physique, mais voilà. On inscrit, on fait avec l'accidentalité. Voilà. Ça c'est extrêmement important. Ça va d'ailleurs me mener à une question pour David sur Schmitt. Mais tout ça reconduit toujours de la verticalisation. On ne peut pas séparer vertical et horizontal. C'est pas possible. Par contre, on peut insister sur une... Voilà, et ça, c'est accompagné par Peter Thiel, c'est-à-dire libertarianisme généralisé, tout est parallélisé, tout est horizontalisé, mais en réalité, c'est archi faux. Parce que ce que Peter Thiel fait, c'est au contraire une hyper-verticalisation. Donc, et vraiment une hyper-verticalisation en un sens extraordinairement dangereux. Lui, il est antichristique. C'est une sorte d'antéchrist pour moi, Peter Thiel. Voilà. Alors, pour des raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Ce que je crois, du coup, c'est qu'il faut... bon, j'ai pas eu le temps de le développer ce matin, mais autant, par exemple, je disais, il faut repenser le logos, que nous appelons la raison, dans un horizon qui est celui des singularités. Et c'est pour ça qu'il faut lire Deleuze. Deuxièmement, nous devons retopologiser, c'est-à-dire repenser les localités, pas simplement les singularités, mais c'est-à-dire les conditions, donc les échelles, etc. Il manque à ça quelque chose de très important, c'est la théorie des quatre causes. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à analyser à chaque fois toutes les échelles organiques, exorganologiques, etc., du point de vue de la matérialité, de l'efficacité, l'efficience, de la formalité, donc des causes formelles et des finalités, on ne peut pas produire de négantropie. C'est pas possible. La production d'entropie avec un A et un H, c'est-à-dire ce qui conduit à la production d'entropie avec un E par les êtres humains à travers les forçages anthropiques, par exemple, dont parle le GIEC, c'est qu'on supprime une causalité, un élément de causalité. Et ça, c'est une grande bagarre contre la modernité, alors là, pour le coup. Parce que c'est ça, la modernité. La modernité, c'est ce qui efface la théorie des quatre causes. Un point, c'est tout. Ça n'est que ça. Et c'est ce qui conduit à la sortie de théos, parce que la cause finale, c'est Dieu. Chez Aristote, ça s'appelle théos. Donc, quatre causes. La cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle, la cause finale.
quand Weber, Max Weber parle de la sécularisation, c'est l'élimination de la cause finale. Et quand Whitehead dit il faut remettre de la cause finale, voilà, il lutte contre une conception moderne de la physique et il remet ce qu'il appelle la cosmologie spéculative. Mais sans réintroduire Dieu. Enfin si, lui il réintroduit Dieu justement. Lui justement réintroduit Dieu. Il appelle ça Dieu. Il n'a pas peur, hein. Bon. Comme c'est un très grand physicien, un très grand mathématicien, il peut se permettre de dire je remets Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu qu'on connaît. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le Dieu dont on parle dans le champ religieux simplement. Voilà. C'est un Dieu aristotélicien. Le Dieu d'Aristote, ce n'est pas le Dieu des monothéistes, c'est l'objet de tous les désirs. Voilà. Donc c'est ce qui produit le désir. Donc c'est ce qui produit la négantropie. Voilà. Le désir, c'est ce qui produit la négantropie. Donc je suis archi d'accord avec ce que tu dis, mais je pense qu'il faudrait qu'on en fasse une analyse qui réencapsule ça dans les quatre causes. Parce que sinon, voilà, c'est toujours ce qui se passe. Bon, on a discuté souvent ici, on s'est même engueulé, y compris l'année dernière, on s'est beaucoup engueulé autour de ça, même si, moi j'ai toujours dit les zones, les TAS, les zones d'autonomie temporaire, etc., ou bien par exemple les mouvements alors ce qui fascine complètement Dominique Cardon, lorsque c'est lui qui a introduit le mec qui parle je sais plus, des hippies et de Turner, voilà, merci. C'est Cardon qui a traduit le bouquin, bon, il est fasciné par ça. Mais à chaque fois, cette fascination qui conduit à Occupy Wall Street, qui conduit à ceci, à cela, comme il ne porte pas le cœur du problème, il n'y a pas de critique possible. En fait, donc on se fait bouffer par les trucs. Donc les TAS, moi j'appelle ça les laboratoires de développement et d'innovation gratis pour la Silicon Valley. Donc ça produit des machins, ils récupèrent tout. Et comme ils ne posent pas la question des causes finales, voilà. Donc je pense qu'il faut, ce que tu dis, ce que tu fais, il faut absolument l'analyser, moi je dirais exorganologiquement, voilà, mais en faisant une critique. Et c'est ça l'objet de ce que j'appelle le boulot terrien, c'est-à-dire de réarmer critique. Et alors pas pour rejeter ces trucs-là, voilà. Pour au contraire en faire des... C'est un débat qu'on a dans la chaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les smart cities? Est-ce qu'on dit on fout tout dehors? Non, moi je pense que c'est une très très grave erreur. Et donc il faut au contraire faire ce que tu dis. Il faut rentrer dedans, il faut décrire. Mais après, il faut finaliser les choses. Et les finaliser, pas au sens du management, mais au sens d'Aristote, eh bien c'est des critiques, c'est introduire de la critique. Voilà ce que je dirais par rapport à ça. Après, j'ai d'autres choses à dire sur le catéchone et tout ça, mais j'ai aussi des questions pour David, donc je vais laisser David répondre avant d'en parler moi-même. Mais tu voulais dire quelque chose là? C'est sur l'utilisation que tu fais, il le réutilise en parlant des industries, etc., qui réutilisaient les TAS ou les mouvements alternatifs que décrivait Turner. Je ne sais pas si j'utiliserai ce mot parce que les figures de Steve Jobs ou de Kevin Kelly que tu as évoquées, eux sont issus de là et ont basculé entre guillemets. Mais ce n'est pas l'industrie, enfin je ne sais pas, ou la Silicon Valley, tu disais, qui vraiment utilise et s'intéresse à ces choses-là. J'ai l'impression que ce sont des gens de ces mouvements-là ou de ces initiatives qui, à un moment donné, tirent le trait, eux, pour... alors c'est peut-être un détail, mais pour moi ça m'apparaît important parce que ça vient d'eux. Ensuite ils font totalement autre chose, peut-être aux antipodes de ce qu'ils prônaient ou de ce qu'on croyait qu'ils prônaient quand ils étaient dans des mouvements alternatifs. Je pense que la force de récupération ne vient pas tant forcément des industries en place, mais de ceux qui retournent leur veste, entre guillemets. Kevin Kelly en fait partie. Tout à l'heure, tu posais la question, c'est combien? C'est 50 kilos. Je l'ai invité il y a un mois, donc, et pour faire un discours d'ailleurs qui était totalement à Paris, pas à la hauteur du tout de ce qu'on peut lire par ailleurs de lui, quoi. Donc, je sais pas si... Parce que Kevin Kelly, c'est quand même le rédacteur en chef de Wired, etc. Donc, bon, comme libertarien. Mais bon, effectivement, il a des choses qui sont intéressantes. Hein. Non, mais tu as raison, ça va dans les deux sens. Mais ce que je pense, c'est que le capitalisme typique de la Silicon Valley, parce que c'est un capitalisme d'un type particulier, a su créer
ces circulations. Voilà. Et par ailleurs, moi j'ai quand même pas mal travaillé avec ce qu'on appelle des business angels. Voilà. Disons, ces mecs qui vont faire du capital risque, quoi. L'organisation des capitaux risqueurs est vraiment... ils font de la veille sur ces processus-là. Donc, c'est quand même très, très suivi. Mais après, c'est pas par la R&D, c'est par le marketing stratégique, c'est par... voilà. Et c'est surtout par... Et après, bon, on voit, on en a souvent parlé avec Olivier, le problème des startups, c'est qu'aujourd'hui, les startups se constituent pour se faire racheter. Alors, du coup, elles deviennent complètement inintéressantes. Voilà. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, bien sûr. C'est complexe. Ce qui est important, c'est que le système soit devenu... Alors, le bouquin Le nouvel esprit du capitalisme, on parlait de la capacité critique du capitalisme, etc. Comment le capitalisme cultive une fonction critique du capitalisme à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est très, très, très important, parce que si on veut faire une nouvelle critique, il faut faire une nouvelle critique de la critique que le capitalisme produit du capitalisme. Et voilà. Et si on n'est pas capable de faire ça, on s'enlise à chaque fois dans des fantasmes, en fait, des postures ou des choses comme ça. J'ai essayé, c'est très très difficile, parce que le problème que j'ai avec Cardon, pour qui j'ai une très très grande estime, hein, donc je considère être quelqu'un de vraiment important, c'est que j'ai un désaccord radical avec lui, qui vient de toi en plus. C'est-à-dire que la question, c'est pas d'abord l'Internet, c'est le web. Enfin, la question pour certaines questions dont lui parle. Voilà. Et du coup, voilà, on est toujours... il est attentif, mais on n'arrive pas à en parler vraiment parce que ça le déstabilise un peu. Puis maintenant, il a une place à Sciences Po qui fait qu'il a un truc à défendre. Tu veux répondre, David, à la question de... Peut-être. Christian. À propos du catacombe? Oui. Oui, ok. Mais si nous attendons la fin de l'histoire, il faut construire l'ordre politique nous-mêmes, comme humains. Donc, pour lui, pour Schmitt, c'est un problème. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes automatiques. En fait, pour lui, la moralisation de la politique, c'est souvent produire la violence le plus horrible dans le monde. Donc, l'idée, c'est qu'il faut construire les fragments d'ordre dans la Terre sans garantie, sans les possibilités d'assistance de Dieu. C'est pas la promesse, il n'y a pas de promesse. Oui, pas de promesse, pas de connexion, absolument, oui, l'absence absolue du divin. Donc, le problème, c'est les fragments politiques. C'est impossible de défendre les fragments politiques isolés. Il faut avoir les systèmes qui marqueraient la violence entre les fragments. Donc, le catacombe pour Schmitt, je crois que c'est le représentatif d'un système qui peut organiser les fragments comme ça. Parce que souvent, la violence, la guerre entre les fragments, c'est le pire d'une situation. Pour lui, l'absence des normes, c'est la seule norme de l'humanité. Donc, pour moi, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est comme une entropie. Si les hommes restent seuls, sans restreint, c'est comme Hobbes, c'est le wolves, wolf amongst wolves. C'est un concept hobbesien. Donc, entropie, il faut perpétuellement construire l'ordre, construire, défendre, repousser la possibilité de la violence. Pour Schmitt, la sécurité, c'est un problème éternel
parce qu'il n'y a pas éternité sur la Terre. Donc le catechon, c'est un concept théologique qui, au même temps, c'est le concept le plus séculaire. C'est l'inverse. Yeah. My question, the other part was, do we need to continue in terms of interpretation from St. Paul to Heidegger to Carl Schmitt? No, I mean, I'm just trying to see how Schmitt uses that concept to get us away from a traditional political theory, even his own political theory that we're still caught in. I mean, how much investment do we have in still thinking about the contemporary era in terms of Schmitt's concepts of decision, exception, rather than thinking in new ways, which he was already thinking about the catechon in terms of a technology that has surpassed the human, in terms of a system that goes beyond the nation state in what he called large spaces, and we're not thinking in those terms. And it includes how to think about planetary space, the configuration of the world that goes beyond the 2 dimensions of the Earth. So my suggestion is that it's even more important today to think about what Schmitt was thinking about in those terms. The catechon does not have to be a new empire in the way that we think of empires in the history of those, but he was already thinking that the catechon could be dispersed in a system. And it actually has very, very strong analogies with what the cybernetic thinkers were also arguing, is that the decision points are not predetermined, because where in a complex system are the crisis points? They're not predictable. So how do we create a system that is open to what you would call bifurcation moments of, this is what the cybernetic theorists were trying to formalize. But we lost that because of a tendency to over-technologize the tradition. That was what I was trying to argue. Nous avons 3 autres questions. Oui, rapidement. Ouais. Axel et Luc. Oui, rapidement, moi je me pose la question si le catechon, en fait, renvoie pas à la question du cœur, et sans jeu de mots, au double cœur, en fait. C'est-à-dire le cœur comme un moyen de coordination. Et en fait, dans la double scalarité, c'est-à-dire horizontale et verticale, la question qui se pose, c'est la question de la coordination, et que l'ordinateur coordonne à des modes de calendarité, comme a dit Bernard ce matin. Et cette question du cœur, à mon avis, elle est importante, parce qu'elle est fondamentale, c'est la promesse de l'amour, qui renvoie elle-même à la question du désir dont parlait Bernard ce matin. Donc, à mon avis, la question du cœur, elle est centrale, et je vais dire que, est-ce qu'il n'y a pas, ça serait ma question, à reposer la question du cœur chez Platon, qui est une question qui est quand même très très importante, puisque c'est un organe, enfin c'est presque l'organe central pour lui, et donc comment ce déplacement de l'organe central, qui est un organe corporel, devient un double cœur, comme, disons, promesse d'un amour de la technique, ou d'un amour de la technique qui aurait tendance à remplacer, évidemment, comment dire, la question chrétienne de l'amour d'autrui, quoi. Et donc le catechon, ça serait une possibilité de différer positivement quelque chose qui serait l'amour, quoi, d'autrui, alors même que l'on constate qu'il y a du désamour, mais qu'en fait c'est une sorte de dialectique entre amour et désamour. Et donc ça réintroduirait en fait la finalité, c'est-à-dire le catechon réintroduirait indirectement une question de l'amour, du cœur, sans... à mon avis, chez Saint Paul, dans la lecture qu'on peut avoir de Saint Paul, sans ce discours indirect, permet à Carl Schmitt, en fait, d'évacuer la finalité, qui serait en fait la question de l'amour. C'est une... Merci beaucoup. On va passer le micro à Axel. Est-ce que je peux poser la question en anglais? Ça marche? No, I was just thinking about. Well, first of all, I don't see a huge gap here between Paul and Schmitt. I mean, the openness in the system that you're talking about, the cybernetic openness, is also. I mean, that's the mystery of lawlessness in a sense as well. It's an opening of a system that whereby, I mean.
there is in the eschaton the system is absolute. It is closed. We know what is going to happen. Before the eschaton arrives, we are living in the mystery. So that's the thing. Yeah. And but I was thinking about we were talking about institutions and systems, and we were talking about ex-organisms and so on. I mean, these different levels and terms. How they? I mean, it's very interesting. I was thinking about you were saying that the catechon is not an institution, right? But it's also something that gives the possibility of an institution that can incarnate the mystery of lawlessness. I mean, that's also what the church is. I mean, that's why Paul is writing to the Thessalonians to say, don't just live in your individual relationship to God. You have to go via the institution. You have to work for the institution. You have stopped working, you say, Christian, but you have to work for the institution. You have to work in an institution that has a relative judgment, which is a relative decision, as opposed to an absolute judgment or absolute decision. I was just thinking, so the catechon, the openness of the system and the institution, but what happens when the system, the closed system, becomes the transcendental limit of the final cause? It's like it's we see here the transcendental becoming of technology, in a sense, that instead of having an individual relationship to an absolute, we have an absolute relationship to an absolute, and that's the big difference I see, like between the cybernetic framework and the theological framework. But yeah, my question was just if you could elaborate a bit on the role of the institution vis-a-vis the system and how you see the difference there. Well, that's a good question. I think because Schmidt wrote a lot about institutions as well, and everything you say, I think, maps onto what Schmidt thought was important about the institution. It's the vehicle for human relationship to community in the sense that you described it. The way I'm thinking about it now is that we too often associate the closed system with cybernetics, and in fact there's a lot of interesting thinking in cybernetics around open systems and even around the political. So that's really one of the things I want to try and bring the interesting cybernetic thinking together with some of the interesting thinking on the other side. So that's one thing we could talk more about perhaps. But I do feel like the catechon is the most slippery, most difficult concept, and that's why we don't want to put it in any one place. But what I would say is that an order is made up, a concrete order, which is a kind of paradoxical term anyway, but for Schmidt is made up of institutions of varying levels within a system. But because those institutions and different aspects of an order have concreteness, they often can become normalized. And even if they have possibilities of emergency power and so on, they become normalized. And in a technological era, the danger is even more intense, that they become fixed in the way that we've described. So the catechon is the element that maintains the openness of the relationship of all of the elements, that can maintain the possibility of, I mean, which we might want to talk in terms of transindividuation, or there's other terms for it, but the catechon has to be located in between rather than be institutionalized. Mm-hmm. And that's the way I'm thinking of it, is that Schmidt had that notion even in 1947, that we can't think of the catechon as the UN, or, you know, we don't put it somewhere. The catechon has to be a force that is capable of maintaining openness. On the one hand, I think that maybe it's necessary to historicize the reading of Carl Schmitt, especially the catechon, and related to a certain kind of epistemology. Maybe there is an epistemology of the catechon here, because if we situate
what Schmidt was saying in the 1950s and even earlier, that at the beginning of system theory, the emergence of system theory, and how he theorized that according to the system theory that we see later in cybernetics and also in Batalanffy and so on and so forth. But on the other hand, that we see, for example, Christian was saying about the design by failure, which means it's no longer an ordered hierarchy which sustains the system, but rather the failure that give the order to the system. So there is a huge, I think there is a huge epistemological change if we read Schmitt here. And this change is related to his, when I saw your quotes, the refutation or the opposition he made between the Earth and the cosmos. And so he wanted to restrict to the Earth and not the cosmos. And I think that there is a turning point on that is when, for example, in the whole Earth catalogue on the cover, we see that the Earth is, that we can no longer be restricted to the Earth. And that is not the, I think that is the center of the cybernetic thinking, that the Earth itself become a technological system and also the cosmos. So the kind of question of sovereignty has already depassed or go beyond the question of the Earth today. Mm-hmm. Because if we ask, what is Earth? Is the moon part of the Earth? I think the moon is part of the Earth. Right. Il me semble que David Bates a parlé d'équilibre temporaire en politique. Si on est entré dans une période disruptive, c'est que ces équilibres sont de plus en plus restreints et même ont des difficultés à exister, ce qui nous ferait peut-être parler de la fin des temps sur plusieurs niveaux. Et le catéchone est peut-être cette différence qui essaie de repousser cette fin des temps. Bernard a parlé de finalité, qui me paraît quelque chose d'antinihiliste peut-être, et qui pourrait reproduire des échelles de temps. Dans quelle temporalité, je ne sais pas. Mais il me semblait qu'un des enjeux de cette académie était aussi de penser les possibilités et les impossibilités de modeler l'avenir. Alors est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et sur quelle base on produit des finalités? Alors est-ce que ce sont de nouvelles idéologies, de nouvelles règles, de nouvelles bases? Et quelle est la place du droit dans cette possibilité de produire des finalités? Et comment on peut les inventer? Bon, c'est peut-être trop tôt comme question. Merci. When people like Schmitt talk about decision and talk about mechanism, it seems to me that it's coming from what Bernard was saying is Newtonian mechanics. And the idea of decision is a kind of mechanical idea itself, even though it's what's being opposed to the mechanistic. But it's mechanical in a kind of the mechanics of the lawgiver. And it's true that for Schmitt, nomos is tied to the earth, but maybe it's an earth that still for Schmitt does not move. So if you look past that problem, the problem of the Newtonian mechanics of this, then you say, well, what is decision? Decision is the thing that requires knowing and it requires desiring. And so what's missing from this kind of analysis of technology in Schmitt is the performativity involved in the anticipation of desire and the control of desire. And so when we come to the catechon, which is a kind of a limiting of an otherwise unlimited process,
but at the same time you're talking about it in terms of an openness, a kind of infinity, then this seems, and you're talking about it as not an institution, but a force, then it seems to me that what the catechon really means, in a way of thinking about decision that's not identical to sovereignty, is that you're talking about the question of how to reconstruct desire in a way that's collective and planetary. That's it. Merci beaucoup. Thank you. Maybe je vais peut-être te laisser répondre. Après, j'essaierai de répondre aussi. Just quickly, I think your question is very good. I should be more careful with that. But I do feel like there's a difference between the idea of escape, because Schmitt was, I think, it was always the idea that somehow the political can be deferred into another space, another neutralization. But I think you're absolutely right. Is Mars and the moon part of the Earth? Yes, in the right way of thinking, but not in the Elon Musk way of thinking. Okay, so that's really interesting, I think, though, to think about that. And Dan, I would agree. What I was trying to argue in some ways is that Schmitt was diagnosing something really interesting in his own terms, but he has a kind of view of technology and of the history of technology that foreclose these possibilities. But if we then use Schmitt to go back into cybernetics and the history of thinking about technology, we could do something with that, but we can put them together. But I don't think he had answers along that line, but he was very astute in thinking about the relationship of technology and politics, and if we don't see that, I think we're missing something. So, but I agree with you, he doesn't have a very good view, let's say, about the possibilities inherent in technology itself, especially along the lines that you're mentioning. So I didn't quite understand, Colette, la question. My French wasn't good enough to understand, so I can't respond. Maybe we can talk later. Merci, David. Merci beaucoup pour ton intervention tout à l'heure. Bon, je crois qu'il faudrait, si nous avions le temps, mais là ça reviendra peut-être dans les jours prochains ou dans la discussion de ce soir, il faudrait revenir sur la question de l'exception. C'est le point de départ de Schmitt, dès le début, voilà. Bien avant le nomos de la Terre et tout ça, et bien avant les références au catechon. Et je pense que cette question de l'exception, c'est la grande question du XXIe siècle. Alors, évidemment, beaucoup de gens refusent qu'on parle de Schmitt parce que c'est au nom de l'état d'exception que aussi il apparaît comme fonctionnellement lié à l'histoire du nazisme, mais en toutes sortes de dimensions d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut lire Schmitt avec Nietzsche sur cette question de l'exception, et parfois contre Nietzsche et contre Schmitt aussi. Mais la première question, c'est faire droit à la question de l'exception, donc reconnaître que la question de l'exception est la question. Alors, en tout cas, moi j'affirme que c'est la question. Et ensuite, reconnaître à Schmitt et avant Schmitt à Nietzsche d'avoir ouvert la question. Et après, faire une critique de Nietzsche et de Schmitt. Voilà. Une vraie critique. Alors, évidemment, une telle critique, c'est aussi une critique de la souveraineté, c'est une critique de la décision, et donc à partir de là, il faut aussi mobiliser Derrida, par exemple, Deleuze et tout ça. Voilà. Ça ouvre des nouvelles possibilités de discussion, qui sont en général fort closes, qui sont en général refusées au nom de le nazisme de Heidegger ou de Schmitt ou je sais pas quoi. Bon, et ça, c'est des conneries, quoi. Bon, j'aurais aimé aussi parler de Hobbes. J'avais l'année dernière, enfin il y a 2 ou 3 ans, dans le Dogmatic Society, proposé de faire une interprétation cybernétique de Hobbes aussi, mais je ne connaissais pas ces textes de Schmitt. Voilà. Et je pense qu'en effet, il faudrait revisiter Hobbes et toute sa physiologie, parce que là, il y a une physiologie chez Hobbes qui est très très importante. Bon, je ne vais pas en parler longuement. Par contre, je pense que le cœur du truc, c'est voilà, comment est-ce que l'État moderne est court-circuité ou n'est pas court-circuité par la cybernétique. Voilà. Je me demandais si tu
avait des choses à dire en plus, un petit peu plus sur Benjamin Bratton. Parce que je pense que ça mérite discussion, ce que dit Benjamin Bratton. Beaucoup de gens voilà, s'enthousiasment d'abord pour ce qu'il dit, et ensuite disent « Oh, finalement, bullshit ». Bon, et c'est peut-être quand même, ça mériterait voilà, qu'on en discute vraiment. On l'a aussi invité d'ailleurs au mois de décembre. Oui, les deux ont raison, voilà. Bon. Mais ça mériterait qu'on... Parce que c'est quelqu'un qui fait une physiologie, alors pas de... Mais qui fait un vrai travail quand même, du point de vue, voilà, d'un point de vue design, etc., qui mérite quand même d'être... Et qui pose des questions d'horizontalité, de verticalité aussi, tout ça très intéressante. Après, je voudrais m'acheminer vers ce qui me paraît problématique dans ce que dit Schmitt et dans ce que tu disais de ce que dit Schmitt, parce que tu as cité beaucoup de textes que je ne connaissais pas du tout, et d'ailleurs que je vais essayer de trouver maintenant. Alors d'abord, la question de séparer les systèmes. Bon, puisqu'il s'agit... Bon, tu as montré que Schmitt inspire Luhmann, moi j'ai un peu travaillé Luhmann, et tu poses cette question de la séparation des systèmes. Il faudrait évidemment se demander ce que veut dire ici séparer, et revenir avec la question du sacré, puisque la sacré, c'est la séparation. Bon, c'est d'abord ça que veut dire sacré. Sacralisation veut dire séparation. Et jusqu'où on peut aller vers une telle séparation qui ne soit pas une retombée dans la métaphysique d'un ordre qui serait coupé, voilà, du désordre, si je puis dire. Et évidemment, là, ce qui m'apporte beaucoup, bon, je ne vais pas parler des systèmes ouverts qui m'intéressent énormément, mais ce qui m'apporte beaucoup, c'est que je crois, moi, qu'on ne peut pas séparer le système technique, le système politique, le système économique. On ne peut pas les séparer. Et en même temps, il faut les différencier et peut-être instituer par le catéchone, justement, des espaces de sanctuarisation ou de sacralisation. Voilà. Mais en sachant que, de toute façon, ils sont temporaires, provisoires et illusoires. Voilà. Parce qu'ils sont pharmacologiques. Et que, du coup, le catéchone devient toujours ce qui produit le contraire de ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire qu'en fait, il engendre l'antéchrist, voilà, ou l'illusion, ou la superstition, ou voilà, l'institutionnalisation, comme dit Crozier en France, etc. Alors, là, bon, j'avais une question en passant, j'aimerais savoir, peut-être qu'on n'aura pas le temps, ce que tu penses des théories de l'ordre par le bruit, etc., parce que il y a quand même des trucs qui sont dits là, qui sont très importants, mais le cœur du truc, pour moi, évidemment, ça ne va pas te surprendre, c'est ce que dit Schmitt sur la technologie. C'est-à-dire que moi, je comprends bien quand on dit que ce n'est pas la technologie qui peut résoudre les problèmes de la technologie, c'est ce que dit par exemple Morozov aujourd'hui, voilà, le solutionnisme technologique, etc. Mais en même temps, toute décision non technologique est technologiquement informée, c'est-à-dire qu'elle est technologiquement conditionnée. Et ça, qu'est-ce que Schmitt dit de ça? Parce que ça, c'est le cœur du sujet. Et ça nous ramène à Heidegger et le calcul. C'est-à-dire que si on dit, ben, on va s'extraire du calcul, ce que dit Heidegger à la fin, eh ben, on se précipite, alors là, vraiment dans le nazisme métaphysique, c'est-à-dire, non, il y a toujours du calcul, on ne peut pas, c'est là que Derrida est très important, on ne peut pas ne pas calculer, et à ce moment-là, c'est la question du rapport entre le catéchone et le calcul, le catéchone et le pharmacone, etc. À l'intérieur d'un système technologique, ça c'est la question. Qu'est-ce voilà. que c'est la décision? Voilà. Oui. Et quel est le rapport? Je suis d'accord. Il n'y a pas l'idée de ça. Voilà, d'accord. Et moi, je pense que si nous voulons récupérer Schmitt, et je suis convaincu de ça, et tu m'as en partie, d'ailleurs, c'est en grande partie toi, c'est aussi Peter Zandi, un certain nombre d'autres qui m'ont convaincu qu'il fallait aller vers ça, il faut que nous le critiquions sur ce point-là très profondément. Parce que sinon, on risque d'être très très vite repris. J'avais une question aussi, bon, peut-être que tu n'auras pas le temps, hein, mais j'ai pas encore tout à fait fini. J'avais une autre question sur la guerre, parce que, bon, Schmitt, c'est aussi d'abord le penseur de la guerre, dans un contexte qui est lui-même, évidemment, très, très habité par la guerre, comme Marcel Mauss, comme Paul Valéry, tous ces gens-là sont hantés par la guerre, ils sont entre deux guerres, en plus. Mais une question qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est la guerre économique. La guerre économique, c'est une métaphore. Et c'est précisément ce que Schmitt dit, c'est-à-dire que la guerre économique, c'est jamais vraiment la guerre. Bon. Et je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Voilà. Et je pense que ça mérite ça qu'on en discute, parce que, bon, c'est pour ça que je l'ai déjà redit plusieurs fois cette année, mais moi j'avais fait des vagues calculs, pas du tout d'historien et tout ça, mais j'ai essayé de montrer que la guerre économique depuis
40 ans a fait plus de victimes que les 2 guerres mondiales et la Shoah, etc., réunies. C'est-à-dire que ce sont des centaines de millions de victimes que produit la guerre économique aujourd'hui. Et en plus, elle détruit la planète. Donc elle détruit le nomos, elle détruit absolument tout. Voilà. Et donc je pense que comment est-ce qu'on pourrait essayer de penser la guerre économique d'une manière non métaphorique, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de penser par exemple les conditions dans lesquelles la guerre économique produit des armes, des organes exosomatiques, etc., comme le monde militaire a pu les produire pendant un certain temps. Et comment par exemple la privatisation de la guerre qu'avait fait Bush en Irak est en fait une économicisation de la guerre. C'est-à-dire que ça devient un marché, la guerre. Voilà. Et donc peut-être que ces oppositions entre marché, guerre et tout ça ne marchent plus du tout. Comme c'est la base de Schmitt, voilà, ce sont des questions qui sont très très importantes. Alors pourquoi? Ensuite, pour arriver à comprendre ce que veut dire restreindre la technologie de l'intérieur. Et ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure sur l'architectonique. Si on ne fait pas une architectonique de la raison technologique, de la raison impure, en fait, toutes ces questions, on ne peut pas vraiment les reprendre. Alors, après, je voulais dire 2 mots, j'en ai plus pour longtemps, de ce qu'on dit. Je pense que les questions qu'a posées Christian sur Heidegger et Schmitt et les communications, il faut qu'on y revienne, parce que moi, je suis convaincu de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une sécularisation de la question du catéchone chez Schmitt, mais en même temps, c'est Schmitt qui lui-même a dit que tous les concepts du politique sont théologiques. Jusqu'à quel point il y a une sécularisation? Jusqu'à quel point on peut vraiment séculariser l'infini? Voilà. C'est une question fondamentale, c'est la question première d'une certaine manière. Et du coup, comment est-ce qu'on peut reprendre la question du cœur, par exemple, qu'évoquait tout à l'heure Franck, que moi je reprendrais. Alors, Platon, je crois qu'on en rediscute, parce que je pense que c'est lui qui évacue en même temps ça. Enfin, disons que ça mérite vraiment discussion. Et puis, il faudrait parler entre Platon, l'agapé et tout ça. Moi, je parlerais, c'est aussi une discussion que je voudrais avoir avec Dan, je parlerais moins d'amour que de sublimation. Je pense qu'avant la question de l'amour, parce que l'amour c'est une figure historique, je veux dire par là que le mot d'amour, qu'on l'appelle Eros ou Agapé d'ailleurs, c'est une figure, alors là, archi-occidentale. Oui, et puis toutes les formes de l'amour, voilà. Ou alors extrêmement surcodée par la théologie, disons, la théologie du monothéisme. Quand je dis ça, c'est pas du tout parce que moi je me pose comme ceux qui disent qu'il faut redonner de la force à l'amour et tout ça. Mais par contre, je pense que c'est anthropologiquement, même psychologiquement au sens de Freud, la psychanalyse, tout ça. Je pense que la question fondamentale, c'est la sublimation. C'est-à-dire, et c'est la sublimation en tant que processus d'idéalisation, voilà, dont l'amour est une instantiation, mais par exemple, la physique, c'est pas l'amour. Sauf à dire qu'on ne peut être un bon physicien que si on aime la physique. Ça, c'est ce que dit le Banquet, bien entendu. Mais, je dirais plutôt sublimation, parce qu'il y a une économie de la sublimation. Voilà. Et c'est ça et je pense que le catéchone peut être traduit dans un langage que j'appellerais post-freudien, voilà, où on va justement revisiter, parce que là, pour le coup, la sécularisation du catéchone, de la théologie, etc., eh bien, se resublime. Donc, on n'est plus dans le religieux, on n'est plus dans mais en même temps, on est quand même dans des processus parce que la sublimation, moi, si je m'intéresse tellement, par exemple, à Donald Winnicott, etc., c'est parce qu'il dit, voilà, objectivement, il y a un processus de sanctuarisation de l'objet transitionnel, par exemple. Il n'appelle pas ça comme ça, bien entendu. Mais c'est tout à fait, et c'est établi dans toute la clinique psychiatrique aujourd'hui. Voilà. Et donc, je me dis qu'il y a quelque chose à faire là. Et à partir de ça, et comme coordination d'escalabilité, effectivement, ça c'est exactement la question. Et derrière ça, c'est le transindividuel, c'est tous ces machins-là. Il y a après la question de l'espoir que Axel, et comment on instancie la fonction d'espérance, voilà. Ce qui est une manière de relire Ernst Bloch, toutes sortes de gens, parce que l'espoir est une question absolument fondamentale aujourd'hui. La désespérance est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, cette question de l'antéchrist, du catéchone, etc., si ça n'est pas face à la question.
La lettre de Paul de Tarse, c'est avant tout une lettre sur l'espoir et le désespoir. Voilà. Et la patience. Soyez patient dans votre désespérance, etc. Et là, nous sommes absolument confrontés à ces questions en ce moment même. Voilà. C'est ça la question de l'Anthropocène. Et je le dis aussi parce que je crois qu'il faut... Tout cela doit nous ramener à une critique du pharmakos, mot qu'on n'a pas encore employé aujourd'hui, et qui n'est pas le pharmacon, qui est le prix du pharmacon, mais qui est par contre le discours de Peter Thiel. Et je pense, moi j'essaye de repolitiser absolument tout, c'est-à-dire comment Thiel aussi réfère à Schmitt, etc. Comment voilà, faire que on puisse faire une critique de Schmitt et tout ça, qui ne nourrissent pas le discours de Peter Thiel et de René Girard, mais qui au contraire, et de René Girard, ça reste à voir d'ailleurs, si Thiel dit vraiment ce que dit Girard, mais en tout cas qui réintroduit la question du pharmakos, qui est la grande question qui nous menace, et qui est l'antéchrist, qui est l'expression effective, réelle disons, du diabolique ou du je sais pas quoi dans la vie quotidienne, qu'on constate chez tout le monde tous les jours, et à commencer par soi-même, on est tous en train de faire ça. Alors après, juste pour connaître les finalités, c'est de l'épistémologie. Donc, c'est pas les finalités, c'est d'abord refaire une critique des fonctions de la raison, des facultés de la raison. Donc, c'est faire de l'épistémologie générale. Voilà. Et donc, c'est refaire de la métaphysique. Et donc, les finalités, elles ne peuvent se produire que si on est capable de produire une architectonique, une nouvelle architectonique. C'est ça que je pose. Donc, ne débattons pas sur quelles sont les finalités, je sais pas, de l'Europe, etc. Si on n'a pas fait ça, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on sera toujours récupéré. Donc, il faut faire une critique absolument radicale. Donc, il faut faire de la philosophie. Et le droit doit se constituer à partir de ça, le rapport entre droit et philosophie. Bon, quand je réfère à Thalès, c'est toujours pour souligner cela. Voilà. Pardon d'aller au galop comme ça. C'est parce qu'il est 13h22.